Message à caractère informatique. Message à caractère informatique. Bonjour et bienvenue dans Message à caractère informatique. Nous sommes donc sur la suite de cet épisode live qui fêtait le 100. J'ai décidé de façon très arbitraire de l'appeler 101. De toute façon, le 100 n'était pas le 100, donc on fait bien ce qu'on veut avec les chiffres. Après tout, disons qu'on est économiste ce soir. Du coup, j'ai le plaisir, toujours en live... J'ai le plaisir donc toujours en live de faire concurrence à la conférence de presse d'Emmanuel Macron. Et donc on est ravis de vous avoir en live soit sur Twitch, soit plus tard dans le podcast. Et donc on va continuer cet épisode live avec un épisode plus rétrospective et prospectif sur 2024. Et j'ai donc le plaisir d'être entouré d'intervenants absolument extraordinaires tels que Denis Germain. Bonjour Zwindler. Bonjour. Est-ce que ce serait pas la première fois qu'on te voit pas ici ? La quoi ? La première fois qu'on me voit. Ah oui, trop de négation. Non, on t'a déjà vu dans le podcast, Zwindler. Oui, alors Est-ce oui. que tu peux me raconter ce que tu fais dans la vie ? Ce que je fais dans la vie, je troll sur Kubernetes. Non. Non, en vrai, je suis Site Reliability Engineer chez Deezer. Je m'occupe des infrastructures. Et c'est grâce à moi que vous avez de la musique dans les oreilles tous les jours. Sauf ceux qui sont clients Spotify, Oui, bien sûr. C'était client Deezer. Nous avons également avec nous Nathan Ménard. Bonjour Nathan. Bonjour, Qui es-tu Nathan ? je suis le CEO de Dracar. On fait de la digitalisation d'entreprise et on le fait de 3 manières. On implémente de l'IA, on implémente des ERP et on fait du dev sur mesure. D'accord. Et vous êtes basé où ? À Nantes, je pense que j'ai mis au moins 1 minute pour venir ici. C'était long, c'était compliqué. Et nous avons une troisième invitée. On ne se connaît pas du tout. Pas du tout. On ne s'est jamais vu. Jamais. Et on n'a même pas des parts ensemble dans des boîtes. Non, exactement. Bonjour Anaïs Vivion. Salut Quentin. Qui es-tu Anaïs ? Alors, qui je suis ? C'est une bonne question. Donc, moi, je suis la CEO de BeApp, qui est une agence de développement spécialisée dans le mobile, qui est basée à Nantes. Je suis aussi la CEO d'une petite start-up early stage qui s'appelle Kéfir, qui crée des produits pour le monde du cheval. Je ne sais pas s'il y a des cavaliers dans la salle. Je peux comprendre qu'il y avait pas mal de devs, mais peut-être des cavaliers. Toi, en tout cas, Quentin, t'es cavalier. Tout à fait. Et j'ai aussi une casquette un peu plus bénévole. Je suis présidente de la French Tech Nantes depuis 4 ans. Une présidente hyper investie de la French Tech Nantes qui fait un très très bon travail pour ceux qui se poseraient la question. C'est tout à fait sincère de ma part. On vous propose un épisode pas du tout fait comme d'habitude pour une fois. On a proposé 5 statements qu'on a écrits et on va les dire. Et normalement, on a distribué des trucs au public pour qu'ils nous disent oui, non, non, pas du tout. Tout se fait dans l'application, c'est ça ? Tout se fait dans l'application, tout à Vous vous fait. souvenez du QR code du début que vous n'arriviez pas à flasher ? On peut le remettre ou pas du tout ? Voilà. Eh bien, on va vous balancer les statements. Ça marche aussi avec Twitch. Et vous allez nous dire si vous êtes plutôt d'accord ou plutôt contre. C'est ça ? Alors, premier statement, on est en 2023, on est tous passés au métaverse. Et le podcast prend un tournant humoristique. Le métaverse, comment est-ce que tu peux, toi qui as beaucoup vendu d'applications mobiles, Anaïs, nous décrire combien d'applications métaverse tu as vendues en 2023 ? 0. Zwindler, l'application métaverse de Deezer. Ah non, nous on n'a même pas commencé. Hein. Dracar. 1. Ah. Mais... Ah bah raconte-nous le projet. Là, Ah du oui. coup, ça intéresse tout le monde. Là. Alors, je vais... La finalité n'est pas incroyable. On a accompagné un client dans la création d'une application, une sorte de designer de métavers. On a essayé de l'aider à créer tout le SaaS en fait, qui permettait aux clients d'acheter les mondes et d'avoir accès à ces métavers. Et il s'est avéré qu'il n'y avait pas de marché. Voilà. La surprise est totale. C'est dingue. Nous sommes mais vraiment complètement surpris. Du coup, est-ce qu'on a moyen d'afficher les résultats ou pas du tout Non. On essaye, mais ceux qui ont voté normalement peuvent voir. En l'occurrence, tout le monde a voté faux.
Enfin, non, je ne suis pas passé au métaverse. Et donc, on apprend avec tristesse que Mark Zuckerberg n'écoute pas message à caractère informatique en live. Et la surprise est totale. Prochain statement, OpenAI nous a proposé un feuilleton digne des Feux de l'amour. La plupart des gens sont d'accord. La plupart des gens sont d'accord. Ok. Ouais, Qui n'a pas suivi le feuilleton OpenAI? Intéressant. C'est donc un feuilleton qui a eu plus de succès que la conférence de presse d'Emmanuel Macron de ce soir. Est-ce qu'on passe au statement suivant? Fait statement suivant. Une seconde. Ah, ça bloque. X, c'était mieux avant. Donc là, on parle de X.com, ex Tout à fait, Twitter. bien sûr. Est-ce Je me qu'on serais n'est pas pas permis. que des gens qui se seraient rencontrés sur X d'abord? Enfin, sur Twitter. Je sais pas. Ah si, je crois qu'on se connaît d'abord de Twitter. Est-ce que tu as beaucoup été sur Twitter, toi, Anaïs, à une Ouais. époque ou pas? Ah, j'aimais bien Twitter. Est-ce que tu l'utilises encore tous les jours? Non. Tu l'utilises encore? Toutes les semaines? Non. Tous les mois? Non. Ah ouais, même pas tous les mois? Non. J'ai même arrêté la page de mon entreprise dessus. Ah ouais. Mm. C'est définitif, quoi. Définitif. Zwindler? Moi, je suis obligé de me mettre un limiteur parce que sinon, j'y passe plusieurs heures par jour. Donc, oui. Et est-ce que l'ambiance a changé cette année? Moi, je trouve que oui. Mais alors, peut-être pas juste le rachat de mon PDG préféré. Quand t'as un temps. Non, non, je parlais d'Elon Musk. J'ai pas de mots assez négatifs pour le qualifier. Non, je pense que l'ambiance est délétère et pas seulement sur Twitter et sur X, mais c'est vrai que ça devient pénible. Moi, je vais beaucoup sur Twitter ou sur X, peu importe, pour ma veille techno, pour rencontrer aussi d'autres techs comme moi. Ça a bien marché pendant des années. Maintenant, c'est vrai qu'il faut vraiment faire le tri, quoi. J'en suis à mute des gens, j'en suis pas encore à bloquer des gens, mais enfin, c'est assez délétère. Et toi, ta relation à Twitter? J'utilise que pour la veille, c'est tout. Mais est-ce que tu as remarqué que tu l'utilisais moins qu'avant ou pas? Ouais, depuis, je pense, 3 mois, j'y ai pas mis les pieds. Ah ouais. Du coup, on peut dire que c'est moins. Moi, je sais qu'à une époque, je tweetais tous les jours, et là, moi, il y a des jours où je l'ouvre pas. Je pense pas qu'il y ait des semaines où je l'ouvre pas, mais il y a des semaines où je pense que j'ai zéro interaction. C'est-à-dire, je fais même pas un like ou quoi que ce soit. Et je sais pas, je saurais pas expliquer, mais je trouve que vraiment l'ambiance a changé, quoi. Et je sais pas exactement ce qu'il est en train d'essayer de faire. Mais clairement, il y a un sujet, quoi. Surtout qu'à un moment, avec l'annonce de X, on pouvait penser qu'il voulait faire une sorte de WeChat un peu bizarre. Au final, il n'y a rien qui est sorti. Il y a des annonces, quoi. Annonce après annonce, Ouais. et puis finalement, il n'y a rien qui sort. Mm. Je crois que la dernière, c'était faire une plateforme vidéo. Un truc comme ça. Ouais, en mode Wine. Ouais, Bon, acheter du Dogecoin. Donc voilà, c'était les réactions sur X. Dans la salle, juste pour savoir, dans la salle, qui a eu l'impression de moins utiliser Twitter qu'avant cette année? Ouais, il y en a pas mal. Hein. Qui l'utilise plus qu'avant? Eh ben, il y a 3 personnes qui l'utilisent plus qu'avant. Bah, c'est intéressant. Non, mais c'est intéressant. Quel usage? Le dernier statement, tout le monde a compris le projet de loi Sren. Alors, Hélas, la plupart des gens disent qu'ils n'ont pas compris le projet de loi Sren. Ils ne connaissent pas Oui, forcément le peut-être qu'il projet le de loi. connaît. Ouais. donc oui, c'est ce qui prouve que chez Clever, on doit quand même bassiner les salariés des fois avec nos négociations sur les lois et les trucs, parce que tout le monde chez Clever est taqué. Genre, oui, la loi Sren, bien sûr, tu vois. Alors que tout le monde s'en fout, tu vois. Anaïs, toi, tu l'as suivi, la loi Sren? Pas du tout. Alors là, du coup, j'ai pas suivi. Enfin, je ne suis plus sur Twitter et j'ai pas suivi la Sren. T'as pas suivi le moment où on a dit c'est génial, on va mettre des plaques d'immatriculation aux gens sur Internet? Non, Quentin, tu ne repars pas sur tes plaques d'immatriculation. Ah, mais qu'est-ce On a qu'on s'est déjà fendu passé la 2 gueule, épisodes c'était dessus, vraiment s'il dur. te plaît.
Donc personne n'a compris le projet pour la sécurité et le renouveau de l'espace numérique. Et donc ça dit bien qu'on a un problème, c'est le moment où il faut réussir à faire parler les juristes, les techniciens et les utilisateurs d'internet. Et ben ça ne marche pas pour l'instant et c'est assez tristoun. Et donc ça veut dire qu'il va falloir qu'on essaye plus fort et mieux. Est-ce qu'on passerait pas un petit bilan? Oui. Non. Alors, quels sont les événements marquants dans le secteur du numérique informatique en 2003 chacun et on en débat? 2023, non? Ouais. C'est passé à 2003, bon courage. En 2003, on a fait péter la bulle. Voilà. Première réponse, nous avons du vert, je crois que c'est toi, Tristan. Vert, oui. Nathan, Tu me dises ce que j'ai. tu parles du développement de ChatGPT et son inscription dans les usages quotidiens. Ouais, bon alors, j'ai enfoncé des portes ouvertes en disant que ChatGPT a changé 2023. Mais c'est vrai, et surtout j'ai vu vraiment toute l'évolution. Nous, on a fait l'implémentation d'IA dans les entreprises. En réalité, on en faisait en 2020, on co-créait des IA, et on commençait à en faire. Mais du coup, tout début 2023, même fin 2022, on a commencé à implémenter de l'IA dans les entreprises en disant ok, on va venir comprendre vos processus, voir où est-ce qu'on peut mettre de l'IA. Et au début, mais personne comprenait ce que c'était. D'ailleurs, c'est toujours un peu le cas, mais là vraiment fallait faire un if-else et puis c'était bon, c'était de l'IA. Personne n'utilisait ChatGPT, personne ne comprenait ça. Là maintenant, on intervient dans les entreprises, tout le monde a ChatGPT sur son desktop. Et du coup, ça pose deux grosses questions. La première, c'est la data, parce que du coup, tout le monde fait n'importe quoi. On parlait d'anonymisation. En fait, là, il y a les entreprises qui commencent à se rendre compte de dire ah oui, mais en fait, est-ce que si on se câble par API sur quasiment tout, est-ce que c'est bien? Bah non. Mais du coup, qu'est-ce qu'on fait? Et le deuxième, c'est l'évolution des métiers. Aujourd'hui, l'IA, c'est un accélérateur d'obsolescence des compétences. Donc tout le monde va un peu changer de métier. Bon, bah, ça fait longtemps qu'on dit que un jour, 80% des jobs tels qu'on les connaît aujourd'hui n'existeront plus. Bah là, on sait un peu le comment. Ça veut pas dire qu'il y aura plus de jobs, ça veut juste dire que tout va changer. Donc, des belles questions pour 2024. Zwindler, toi, l'intégration de ChatGPT partout. Est-ce que vous, chez Deezer, vous êtes pas retrouvé avec des chiens de musique composés à grands coups d'IA à bannir? C'est pas ça l'enjeu? Ouais, c'est... Non, alors, pour repartir juste sur la partie tech, ChatGPT, etc., ou même recommandations, nous, on fait déjà un petit peu de l'IA depuis très longtemps aussi. Hein. On a des chercheurs, tout ce qui est recommandations, finalement, c'est des algorithmes très compliqués qui peuvent s'assimiler à de l'IA. Et c'est vrai que on s'est fait un peu chahuter par l'arrivée aussi de ces nouveaux usages, parce que les gens nous disent « Ah ouais, mettez-nous des playlists créées par ChatGPT ». Ouais, mais en fait, nous, on fait des trucs différents qui sont bien plus efficaces. Et en fait, c'est pas ce que les gens veulent. Les gens, ils veulent la hype. Donc bon, voilà, faut qu'on réussisse à caser ça dans nos usages en tant que tech, en tant que produit. Et effectivement, en tant que fraude, on a des grosses problématiques de catalogue, de chansons générées par l'IA. Ça veut pas dire que ce qui est généré par l'IA, tout est à jeter. Parce que donc voilà, c'est quand même plutôt ce qu'on fait nous. Hein. On essaie de choper tout ce qui est généré par l'IA et on les dégage. On est probablement dans les plateformes de streaming qui essayent de faire le plus de ménage, ou en tout cas qui en a parlé le plus dans la presse. On a eu pas mal d'articles de presse là-dessus, là où d'autres concurrents ont été un peu plus mous ou moins présents à minima. Ça veut pas dire qu'ils font rien, mais en tout cas, nous, on est vocaux là-dessus. Donc ouais, on dégage tout ce qui est généré par l'IA, tout ce qui est de la fraude, etc. Parce que ça pose plein de problématiques de catalogue, de royalties, de droits d'auteur. Après, moi, à titre perso, voilà, les IA génératifs qui permettent de faire chanter le générique de Pokémon à Johnny Hallyday, moi, ça me fait rêver. J'ai des paillettes dans les yeux, je trouve ça génial. Bon, est-ce qu'il faut le monétiser? Ça, c'est autre chose. Est-ce que ça pose des problématiques de droits d'auteur? Assurément. Mais j'ai pas forcément envie qu'on détruise ces usages-là, parce que moi, ça me fait hurler de rire. Donc, c'est compliqué.
Et toi, Anaïs, tes usages au quotidien, est-ce Alors, je que te l'IA, c'est des nouveaux usages au quotidien pour toi? Ouais, alors moi j'ai une vision qui est forcément moins, on va dire tech que vous. Déjà, je trouve que l'IA ça a vachement chamboulé le monde des startups sur 2023. Faut pas oublier que ça fait partie des plus grosses levées sur l'IA. On en entend partout. Quand tu es plutôt casquette, on va dire CEO moins tech, l'IA générative, qu'est-ce que fait l'IA, comment ça va changer ma boîte, ça pose quand même beaucoup de questions. Et après, au quotidien, moi j'utilise OpenAI et ça fait gagner un temps de dingue, quoi. Donc ça pose, je trouve, pas mal de questions de comment l'utiliser dans la boîte, comment ça va bouger les métiers et faire attention aussi à comment l'utiliser, parce que tu peux pas non plus tout faire avec, il y a quand même des limites. Notamment, nous, on utilise Copilot, les mauvais devs, Copilot, ça marche pas bien. Donc voilà, je trouve que, en tout cas, sur 2023, ça aura été assez intéressant, cette accélération de toutes ces boîtes qui pop sur la partie IA et ces usages qui sont encore, du coup, en réflexion sur pas mal de sujets, quoi. Moi, je vous propose la prédiction suivante, l'impact suivant noté. C'est l'impact vu par Denis. La course contre la montre, rentabilité pour 2024 des scale-up du Next 40 qui étaient toutes à court de cash. Raconte-nous ça. Ouais, alors j'essayais de réfléchir un petit peu à ce qui m'avait marqué en 2023 et effectivement, on a parlé donc déjà d'IA. Et donc j'ai essayé de trouver autre chose. Et moi, il se trouve que j'ai quand même beaucoup d'anciens collègues, beaucoup d'amis, beaucoup de gens que je connais dans la tech qui sont dans les scale-up, parce qu'il faut dire ce qui est. 2021-2022, les scale-up ont été un aspirateur à tech sans fin, et majoritairement soutenus par des levées de fonds qui, elles aussi, avaient l'air sans fin. Et on s'est rendu compte que des fois, le cash, il n'y en a plus. Et tous ces business models de scale-up, de Next 40, de licorne, les 29 licornes, je crois qu'on a 29 licornes, se retrouvent face à une réalité. Aujourd'hui, sauf si on fait de l'IA, c'est dur de lever des sous. Et donc tous les business models qui étaient basés sur je lève la prochaine levée de fonds, en gros, donc je suis pas rentable, je m'en fiche parce que chaque année je fais 2 digits de croissance sur mon monthly active user ou mon daily active user ou ma user base. Je m'en fiche parce que tant que j'ai de la croissance, ça veut dire qu'un jour peut-être je serai rentable. Ce business model du jour au lendemain est devenu obsolète. Et à ma connaissance, alors je connais pas toutes les licornes françaises, hein, mais si on prend les plus connues, du jour au lendemain, toutes ces licornes-là ont dit maintenant notre but du jeu, c'est pas juste de faire plus 10, plus 20, plus 30% d'utilisateurs l'an prochain, c'est d'être rentable en 2024. Et c'est frappant parce que du jour au lendemain, mais vraiment du jour au lendemain, elles ont toutes eu le même objectif, être rentable en 2024. Parce qu'ils ont tous levé en 2022 et que ils avaient 2 ans de cash, quoi, grosso modo. Et si jamais vous voulez vous en convaincre, le plus simple, c'est d'aller voir celles qui sont cotées en bourse, qui sont obligées de fournir des informations financières. Vous regardez les bilans, vous regardez combien ils crament de cash et combien il leur en reste. Puis vous savez combien de temps il leur reste avant de lay-off, tout simplement. Donc voilà, moi je parle de ça forcément avec ma casquette de salarié d'une licorne. Hein. Je suis concerné aussi. Tu veux dire que cette année, on t'a dit, la partie Deezer, infra, est-ce que ce serait rentable? Deezer sera rentable en 2024, je vous le prédis. Voilà, on n'a pas le choix, de toute façon. Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu as senti quand les présidents des différentes French Tech se réunissent souvent à Paris, et du coup, Anaïs représente à ce moment-là le territoire atlampolitain. Exactement, avec notre ministre Jean-Noël. C'est ça. Ça nous a été dit dès avril que ça allait être avril de l'année dernière, que ça allait être compliqué. Tu vois, ils appellent ça des conseils nationaux des présidents et des capitales French Tech. Et donc on savait que ça allait être compliqué, mais avec j'ai envie de dire, c'était dit sans être dit, quoi. Tu vois, un peu optimiste. Voilà. Et c'était non, tout va bien se passer, mais le cash quand même commence à devenir compliqué. Et je sais pas si c'est la rentabilité ou c'est aussi les conditions pour les entrepreneurs qui se sont durcies et qui fait que certains entrepreneurs ne veulent plus aller chercher l'autre levée et préfèrent attendre. Il y a les deux et est-ce que ça descend la création de start-up ou pas, ou est-ce que le nombre de... Parce qu'il y a un moment,
il y a eu un nombre de créations de startups incroyables. Est-ce que ça a calmé le jeu ou pas du tout? Ah bah, de toute façon, aujourd'hui, tu peux plus lever quand tu as une startup en early stage, si du coup, t'es pas green tech ou IA. Donc, les plateformes SaaS, ça devient compliqué. Donc, forcément, c'est la course à la rentabilité. Excuse-moi, la main. Non, le micro. Le micro. Dans C'est la course à la rentabilité. Et donc, la course à la rentabilité, c'est pas du tout le modèle sur lequel se sont montés les entrepreneurs. Mais moi, du coup, ce qui m'a le plus surpris, c'est que tu as quand même des entrepreneurs, tu vois, et je sais que c'est un débat que... Prends ton micro, décale-le. T'as envie de nous parler. Voilà, désolée. On a tous envie de te parler, Quentin. Je sais que en tout cas, il y a plein d'entrepreneurs qui ont monté des boîtes dans les 3 dernières années avec le Covid. Si tu veux, il y avait pas une notion de finance. Quand tu montes une boîte que t'as pas une notion de finance, c'est bien que tu vas tu vas lever des fonds tout le temps. Donc là, quand ta réalité c'est de faire du cash et de la rentabilité, c'est pas le même sujet. Toi et moi, on sait. C'est ça. C'est pas les mêmes entrepreneurs, les gens qui créent des boîtes rentables. Et les gens qui passent, qui sont sur un autre modèle. Et c'est vrai que, alors pour ceux qui se poseraient la question pour Clever, nous on ne lève pas d'argent. C'est pas comme ça qu'on fonctionne. On crée notre rentabilité sur le long terme et on se développe de façon organique, basée sur notre clientèle. Et c'est pour ça aussi qu'on n'aime pas les offres gratuites, parce que ça veut dire en clair que nos clients payants financent les lowers de la moitié de la planète, et on trouve que c'est pas intéressant et que c'est pas un bon message à envoyer à nos clients. Mais effectivement, moi j'ai vu les choses se tendre cette année, et la fête est un peu finie, et en même temps ça va peut-être donner des boîtes un peu plus stables, un peu plus construites dans leur partie financière, et en même temps ça freine aussi de l'innovation, parce que du coup il y a des gens qui veulent pas se lancer, qui peuvent pas se lancer, et faut-il être bon en finance pour faire des choses, j'en sais rien, et ça avance. Mais clairement je pense que ça a été une des choses de l'année, c'est il y a eu moins de tweets de au fait on a levé tant d'argent, parce que cette année il n'y avait pas d'argent, parce que en fait rétroaction, parce que comme il y avait moins d'argent disponible, les fonds d'investissement ne levaient pas d'argent, donc en fait comme ils lèvent pas d'argent, ils n'ont pas d'argent à investir, et comme ils n'ont pas d'argent à investir, en fait ils gardent leur ligne de fonds pour réinvestir dans les boîtes dans lesquelles ils ont déjà investi, pour pas les perdre en fait. Donc peu frileux de faire rentrer des nouvelles boîtes un peu frileux pour faire rentrer des nouvelles boîtes dans le portefeuille, c'est ce qui s'est passé. Mais clairement du coup ça a changé aussi toute la dynamique du marché d'emploi, etc. Et notamment il y a eu du layoff, des boîtes qui avaient des fois un peu surembauché en disant c'est pas grave, on verra plus tard, quoi. Après, du coup, tous les économistes quand même s'accordent sur le fait que ça devrait reprendre S2 de cette année. Il y a des guerres. Donc, on crame de la valeur. Affaire à suivre. Stratégie, la troisième chose qui a marqué, c'est ce qui t'a marqué, Anaïs. Tu parles de la stratégie d'impact et du numérique responsable déployée dans certaines entreprises. Ouais, alors du coup, je souris aussi pour des discussions qu'on a eues. Quand même, avec le Covid, il y a quand même une accélération de la partie numérique responsable, et ça fait partie des plus grosses levées après l'IA, la partie green tech. Donc, il y a eu des accélérations sur ces sujets-là, et j'ai envie de te dire, en même temps, je dirais qu'il y a eu à la fois des accélérations, et je trouve qu'avec le contexte économique, il y a aussi du ralentissement. Soit tu es une start-up impact native et green tech, soit tu as envie d'inculquer du numérique responsable, et est-ce que tu maintiens un poste pour ça? Alors beaucoup le font aussi pour les RH, mais quelle rentabilité ils y trouvent? Donc je l'ai mis parce que ça faisait débat, et que ça représente quand même une grosse partie des levées sur la partie green tech. Mais en tout cas c'est un sujet. La transition, on peut pas nier que c'est un sujet d'avenir sur lequel il faut du coup travailler, même si c'est compliqué sur des crises économiques. Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu vois aussi dans l'activité chez Saraka? Sur la partie green tech, en fait, les deux sont assez liés. C'est sûr que sur la partie investissement, nous, sur tout ce qui est innovation, en fait, là, avant, il y avait pas mal de porteurs de projets qui venaient nous voir en disant tiens, est-ce que je peux peut-être faire un truc, et soit malentendu, il lève des fonds et potentiellement pouvoir l'accompagner. Du coup, on a pivoté, on fait plus tout ça. J'en suis ravi. Et effectivement, les seuls porteurs qui nous restent à la fin, c'est sur tout ce qui est green tech, mais en fait, c'est hyper, sur beaucoup de green tech que moi j'ai pu voir, les porteurs qui venaient me voir, c'était un peu comme ceux qui disaient j'ai envie de faire de la blockchain parce que c'est le buzzword, et en fait c'est assez creux pour beaucoup. Du coup, c'est un peu le raccourci qu'on a trouvé pour certains pour pouvoir lever de l'argent sans fondamentaux, on va dire. Et du coup,
Bah, j'ai l'impression qu'il y a pas, enfin, que ça n'a pas augmenté parce que la base de on va dire le deal flow de vrais projets, j'ai l'impression est relativement semblable par rapport à avant. Je pense que quand on parle green tech, en tout cas au stade plutôt French Tech, c'est plutôt les grosses industries qui essayent d'apporter voilà, des vrais sujets de transition et pas les plateformes SaaS ou qui viennent travailler sur la partie NR plutôt. Bah du coup, je ne sais pas parce que je ne travaille Type pas avec ces Vercors, clients-là. par exemple. Est-ce que du coup, c'est un sujet dont vous avez entendu parler chez Deezer ou pas du tout? Si on parle de green tech, oui, chez Deezer, on parle de green tech. On nous bassine à longueur de journée pour nous dire que le numérique, attention, ça fait brûler la planète. Alors, oui, c'est vrai, un peu. Après, quand on met en parallèle par rapport beaucoup moins que le pétrole, mais voilà, c'est ça. Puis par rapport à ce que ça permet d'économiser, bon voilà, je pense que je prêche des convaincus dans cette assistance, mais bon, on n'a pas pu y couper. On a une initiative pour essayer de calculer notre impact carbone et sans surprise, quand on le fait sérieusement, ce calcul-là, on se rend compte que Deezer pollue pas beaucoup en fait. Et tu veux dire qu'en fait ça pollue moins que de presser des vinyles, de les expédier, etc. Alors j'ai pas les chiffres, donc je m'avancerai pas, mais mon moi intérieur a envie de te dire, mais oui, bien sûr. Ah bah je peux te répondre. Hein. La construction d'objets industriels, quels qu'ils soient, leur expédition et leur distribution coûte des fois de milliers d'humainement plus fort que quoi que ce soit de numérique avec réutilisation du même dispositif. Après, c'est l'éternel problème de ces calculs-là. Je me souviendrai toujours d'une fois où j'ai fini par m'étouffer. C'était un cabinet de conseil qui expliquait l'impact du site internet d'IKEA. En fait, l'impact du site internet d'IKEA, il comptait l'impact carbone du laptop de chaque utilisateur lisant le site internet d'IKEA. Parce que moi, j'ai un laptop pour lire le site internet d'IKEA, j'ai un laptop pour le site internet d'Amazon, un laptop pour Google, et c'est très chiant, parce que du coup, quand je clique sur un lien Google qui en fait m'envoie sur IKEA, il faut que je change de laptop, tu vois. Et donc, bien sûr, c'était complètement con comme façon de faire le truc, et en fait, l'histoire, c'est la réutilisation. Et je sais qu'il y a un truc qui choque les gens, c'est pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on fait des machins connectés. La partie, donc je change de casquette, je suis moins Cleverclass, je suis un peu plus industriel, et notamment un industriel qui produit des fois des dispositifs. Est-ce que vous savez pourquoi on fait des bidules connectés et pourquoi c'est plus rentable de faire des bidules connectés que des bidules pas connectés? Parce que là, en fait, vous avez un clavier, des boutons et un affichage. Et qu'en fait, une puce Bluetooth, ça coûte que dalle en carbone, ça coûte que dalle en électricité, et ça coûte que dalle en pognon. Ça coûte 20 centimes, une puce Bluetooth. Alors que un écran et des boutons, la coque en plastique qui va autour et tout le soft qu'il faut fonctionner, ça coûte une métafortune. Donc quand vous faites un bidule connecté, là où les gens ont l'impression que c'est pas écolo, en fait, si, parce que tu vires de point de vue industriel, tout un bloc de contrôle que en fait tu mutualises sur un seul bloc de contrôle qui est le téléphone des gens. C'est ça en fait l'histoire. Et c'est pour ça que tout le monde te vend le machin connecté comme étant une révolution améliorative. En fait, c'est une économie de coûts de production. Voilà, bienvenue dans le monde capitaliste. En vrai, ça s'aligne assez bien. Et donc c'est pour ça que les impacts green tech en fait sont des impacts qui se font de façon relativement simple. Après, ça n'empêche pas qu'on a parfois des problèmes de sécurité, notamment le Bluetooth s'est troué de ouf, mais c'est pas grave. Donc ça permet juste de prendre le contrôle de votre four et de le lancer en pyrolyse sans vous poser la question. Véridique. La question suivante qu'on avait mise, c'était citer une innovation qui a marqué votre année et pourquoi. Et en fait, on va être très clair. Les 3 réponses, c'est l'IA. L'IA pour des versions différentes. Du coup, je vous propose chacun de nous donner votre vision de pourquoi l'IA a révolutionné votre année 2023. Commence, Nathan. Alors, pourquoi ça a révolutionné l'IA ça a révolutionné 2023 pour déjà des questions purement business. Nous, on a lancé une filiale là-dessus et en fait, ça a cartonné. On a eu du coup vraiment des problèmes de riches, de se dire qu'est-ce qu'on a envie de faire parce qu'on est appelé par tout le monde. Et très vite, on s'est rendu compte que finalement, le sujet, c'était pas tant l'IA en elle-même, c'était vraiment la gestion du changement au sein des entreprises. Puisqu'en fait, soyons bien clairs, en tout cas nous, chez Drakkar,
on ne fait pas de l'IA, on implémente de l'IA, ce qui est deux choses absolument différentes. Et donc, on a pu voir tout ce besoin d'acculturation, toutes ces résistances au changement, toutes les craintes, ça va remplacer mon métier, ça va prendre le contrôle de nos vies, c'est la fin de l'humanité. Donc on a vu tout ça. C'est Skynet. Ce qui est assez fascinant. Et pour le coup, vu qu'on a implémenté de l'IA dans des entreprises, on a pu voir les impacts réels. On a pu voir une boîte avec qui on bosse, dont je peux pas citer le nom. Le pôle fait moins de 50 personnes. Sur un projet à 100K, on leur fait gagner 1,5 million à l'année en externalisation qu'ils font pas. Et là, on commence vraiment à voir des impacts réels. Et c'est assez intéressant. J'ai un peu l'impression que tout d'un coup, on met tous les salariés de toutes les entreprises sous stéroïdes. C'est-à-dire que on n'est pas fort. Là, je fais du x15 en renta. C'est rarement ça. Il y a McKinsey qui a sorti une stat qui dit que c'est 15% de pénibilité du travail en moins. C'est assez vrai, je pense, pour l'instant. Mais c'est fascinant de construire tout le travail, toute la méthodologie qui permet justement d'incorporer de l'IA dans des boîtes. Et au final, il y a très peu de tech, il y a vraiment beaucoup d'humains et beaucoup de questions qui se posent. Typiquement, notre gros sujet, c'est la sécurité, comment on gère la data, à qui on l'envoie. Et c'est pas évident dans ce contexte de révolution permanente où, en fait, il y a des nouvelles versions de GPT qui sortent constamment. Il y a rien qu'à les GPTs. C'est hyper intéressant quand je vois toutes les startups qui se sont créées et qui vont demain être remplacées par un GPT, enfin même aujourd'hui d'ailleurs. Enfin, c'est hyper mouvant comme contexte et donc c'est technologiquement pas évident de suivre, mais surtout pour les gens qui vont bénéficier de l'IA, c'est très dur de les accompagner. Moi j'étais au Symposium Gartner, donc oui, des fois je fréquente des lieux étranges. Hein. Au Symposium Gartner cette année, c'était un raz-de-marée, c'est-à-dire did we speak with you about our master generative AI, quoi. C'était vraiment genre, il y en avait partout et ils envoyaient à fond sur Microsoft et sur OpenAI, et ça a été vraiment genre en permanence. Et je pense qu'il y a du business pour tout le monde à implémenter pendant longtemps parce que on est vraiment sur un outil qui va révolutionner beaucoup d'usages. Toi, Zwindler, ta vision de l'IA, c'est la partie synchronisation voix, c'est ça? Ouais, c'était plus sur les usages audio et vidéo. Bon, peut-être que c'est une déformation professionnelle, je sais pas. Parce que justement, voilà, j'ai l'impression que on s'est beaucoup focalisé sur le texte. Tout ce que ça apporte sur le texte, même le code, qui est une forme de texte. Moi, j'ai trouvé qu'il y a eu beaucoup, surtout fin d'année, de progrès assez fulgurants. Alors, des choses qu'on savait peut-être faire de manière un petit peu plus unitaire ou décousue, et qui là, maintenant, se retrouvent complètement automatisées. Et donc, la capacité, à partir d'extraits de voix et de vidéos, de générer d'autres vidéos, donc de générer, donc on donne juste un texte et puis la personne avec son avatar virtuel, donc on a parlé de Agen, mais il y en a d'autres, la possibilité donc de traduire des podcasts dans plein de langues avec les intonations de voix des gens. Je citais tout à l'heure Johnny Hallyday qui chante Pokémon. Voilà, toutes ces choses-là deviennent accessibles. La barrière est pas encore totalement accessible à tout un chacun, mais avec un petit peu d'effort, tout le monde est capable de générer une vidéo d'Emmanuel Macron qui raconte n'importe quoi, ou Nicolas Sarkozy. Et de plus en plus crédible. Alors, je dis pas que c'est des choses qui sont bien. Je préfère mettre en avant plutôt les usages utiles, comme les podcasts traduits dans toutes les langues avec les bonnes intonations de voix et les lèvres qui sont synchronisées sur les visages pour que ça fasse plus réaliste. Mais pour moi, on entre dans une autre ère. Clairement. Est-ce que tu penses que, par exemple, l'industrie cinématographique va aller recaler les lèvres des acteurs dans les VF, par exemple? Parce que pour l'instant, c'est un tabou. Ils le font pas. Mais est-ce que tu penses qu'ils vont finir par le faire? Ça pourrait. Après, il me semble même que les acteurs se font un peu presser pour rajouter des clauses d'IA. Toutes les images qui sont produites d'eux vont finir par appartenir au studio et on va pouvoir générer des films à partir de leur image. En tout cas, ça pousse de ce côté-là. Je pense qu'il y aura du pushback. C'est tant mieux. Mais c'est pas impossible. Quand tu vois un truc comme le Indiana Jones 5,
Alors, je suis désolé, je me suis arrêté au 4. C'était déjà beaucoup trop. Eh ben, en fait, t'as toute une partie où il est jeune. D'accord. Et c'est évident que c'est du full IA, quoi. Et en fait, tu sais, c'est le fameux truc où Disney a fini par dire oui, on ne réutilisera pas Princesse Leia. Oui, Parce oui. qu'en fait, ils en avaient un clone virtuel et genre tout le monde était outré qu'il la sorte de sa tombe, en fait. Enfin, Oui, c'est mais genre. et puis c'était pas nécessaire en plus. Bon, ça. Autre point. mais c'était un truc qui était effectivement, il y a un enjeu pour les acteurs. C'est pour ça qu'ils étaient tous en grève là. Oui, oui. Enfin voilà. Mais parce que effectivement, l'industrie de la production culturelle est effectivement en grande question. Et toi, ton impact sur l'IA cette année, Anaïs? Écoute, je te dirais déjà que moi je trouve que c'est une période, enfin je trouve que c'est une techno hyper intéressante parce que j'ai l'impression que tu reviens 10 ans en arrière, tu vois, au démarrage un peu de la French Tech ou des boîtes qu'on a montées, le fait de dire que tu as plein de possibilités, tu as plein de choses qui bougent à la fois dans tu peux y a pas non plus d'hyper formation sur l'IA, donc tu peux aussi, si tu es curieux, monter sur des sujets, si tu as la bonne technicité, donc ça ouvre des métiers, ça ouvre des usages, ça ouvre plein de choses, donc ça c'est hyper intéressant. Et moi personnellement je trouve que c'est dingue le gain de pénibilité que ça te fait gagner au quotidien. Ouais, toi, mais tu vois, quand tu parles de cette ouverture, tu vois, moi j'ai l'impression que chaque génération, parce que du coup j'ai quand même vécu toutes les générations de boîtes dans le web, tu vois, et j'ai l'impression qu'au début, l'ouverture était totale, tu vois. C'était Internet, n'importe qui pouvait faire un truc dans Internet, il y a eu la bulle, machin, puis on a fait lancer les boîtes dans le cloud. Les boîtes dans le cloud, il y avait déjà un côté genre, bon, il y a les géants, mais t'as le droit d'exister à côté. Bon, t'as le droit d'exister, soit ça, j'ai dit bonjour à la dame. Mais là, tu vois, l'ouverture du marché dans les IA, c'est bon, il y a Microsoft et OpenAI là, et vous avez le droit d'aller vous intégrer dans leur écosystème, mais vous êtes chez eux, quoi. Et tu vois, j'ai l'impression qu'au fur et à mesure, on te présente un univers qui est quand même de moins en moins ouvert, et je suis pas sûr que tout le monde comprenne la lutte qu'on doit avoir aujourd'hui pour s'assurer le droit d'exister, quoi. Je suis d'accord avec toi sur la dépendance du coup à ces géants. Après, ce que je trouve quand même, enfin, sur cette année, côté start-up, c'est quand même un peu particulier par rapport aux autres années qu'on a vécues. Tu vois, c'est contexte économique un peu compliqué, accélération sur la partie green tech, mais compliqué avec la partie économique, comme tu l'as dit. L'IA, même si c'est très poussé par OpenAI, vient bousculer un peu nos métiers, ouvrir d'autres types d'entreprises. Ça pose, on est quand même dans un espèce d'entre-deux qui relance sur certains sujets et puis éteint d'autres aussi. Juste pour... est-ce qu'il y a des gens en live ou dans la salle qui pensent qu'on a loupé une des choses de l'année et une des innovations de l'année? Est-ce qu'il y a des gens qui veulent réagir dans la salle ou pas du tout? Donc il y a des gens qui posent la question d'Istral. Ça reste l'IA, Mistral. Ça reste un concurrent qui se lance et qui construit et qui fait des trucs en open source et c'est cool, mais ça reste le sujet IA. Est-ce qu'il y a une trend qu'on a loupée dans l'année ou pas? Moi, je fais un épisode de 2 heures avec Bruno, avec toutes mes trends de l'année. Donc, si vous voulez connaître mes trends de l'année, vous allez sur un autre podcast qui est IFTTD, où j'ai donné mes propres trends. Mais est-ce que vous avez, vous, d'autres trends que vous voyez? Ouais, si peut-être on peut donner le micro à la jeune fille. Je pensais éventuellement à la... on va dire protectionnisme technologique qui est quand même très important avec notre indépendance technologique européenne. J'ai perdu le terme. Souveraineté. Comment? Souveraineté, voilà. Vaste débat. Vaste débat. Est-on en train de le protéger ou n'est-on pas en train de le protéger? Nous avons nos chers amis d'Orange et de Capgemini qui ont annoncé hier l'offre commerciale de Bleu. Bon, qu'on dit qu'elle n'était pas prête. Donc en fait, ils ont annoncé rien. Mais ils ont continué à dire aux clients, n'allez surtout pas acheter des vrais Français, nous arrivons avec une fausse offre de vrais Américains. C'est un peu ça quand même, j'ai pas envie d'être désagréable, mais c'était un peu ça quand même l'ambiance. On remercie ces gens-là qui ont fait des écoles grâce aux impôts français, qui roulent sur des routes françaises, dont les parents vont à l'hôpital français, de continuer à nous aider à faire vivre ce pays. Mais du coup, je pense qu'il y a
il y a un sujet qui est la prise de conscience commence. Et peut-être que la grande nouveauté, c'est qu'on a maintenant un ministre de la souveraineté technologique qui actuellement s'en préoccupe, ce qui n'était pas nécessairement le cas avant. Par contre, je pense qu'on est encore minoritaire. Donc le combat continue. Moi, je pense que le problème de la souveraineté, c'est qu'il y a eu quand même beaucoup de liquidités données par l'État pour du coup faire en sorte que les entreprises de la tech, en tout cas, on arrive à avoir plus de technologies sur notre territoire. Mais le problème, c'est les achats. Tant que les achats, notamment publics, continueront à se faire sur des critères où du coup ils vont commander ailleurs, du coup, ça ne donnera pas les moyens aux boîtes françaises de continuer à améliorer leur souveraineté technologique. Alors là, moi, je propose de m'inspirer d'un truc que les gens aiment beaucoup, c'est s'inspirer des États-Unis. Il y a une règle aux États-Unis qui s'appelle le Small Business Act, qui dit que quand tu es un grand groupe ou quand tu es l'État public, tu es obligé d'acheter une part non négligeable de tes achats à des petites entreprises du territoire. Parce qu'en fait, les petites entreprises deviennent grandes, Schumpeter, machin, la destruction créatrice, et voilà. Et ça, c'est quelque chose qu'on va pousser à quelques-uns très très fort dans la campagne des européennes pour essayer d'en faire un Small Business Act à l'européenne, parce qu'effectivement, je pense que l'enjeu, c'est les achats. Et aujourd'hui, qu'on vienne nous donner des subventions pour créer du cloud, mais que de l'autre côté, on achète pour 14 fois plus au cloud américain, je pense que là, il y a une vraie erreur et une vraie incompréhension, que ce soit des pouvoirs publics ou des grosses boîtes. Parce qu'on va être très clair, quand tu veux construire une chaîne de valeur industrielle, si tu liquides tes petits fournisseurs sur le territoire, tu as un problème un jour. Et je pense que le plus gros problème, c'est que les gens ne voient pas que le numérique, c'est une chaîne de valeur industrielle. C'est le programme qu'a fait la French Tech avec Je choisis la French Tech, mais l'ambition et la réalité, nous n'en parlons pas ici. Écoute, pour une fois, il y a l'ambition. Voyons les choses dans le bon sens. Non, mais voilà, il faut bien commencer par l'ambition. Existe. Tu as raison. Ça patine un peu au décollage, on peut le dire comme ça. Toutes les belles aventures ne se sont pas lancées rapidement et facilement. On va dire les choses comme ça. On va demander au public, que ce soit en live ou que ce soit ici, il y a un quiz dans toujours la même application avec le même QR code, etc., qui vous permet de prédire les innovations à venir pour 2024. Comme nous ne sommes pas sur BFM Business, nous n'avons pas besoin d'Anthony Morel et des voitures volantes, hein, ça va, on sait. Et donc, vous pouvez, nous, ensuite, les commenter. Nous, on sait qu'on a des gens qui ont fait des premières propositions ici. Moi, ma première proposition d'innovation à venir pour 2024, c'est 2024, l'année du desktop Linux. Comme chaque année. Schindler, un commentaire là-dessus ? Non, c'est évidemment que tout le monde devrait basculer sur Linux en desktop, mais c'est pas... Pendant que vous remplissez le quiz, je donne la première chose. Il y a quelqu'un dans l'équipe qui a dit « c'est la fin des stagiaires ». Ah oui, c'est moi. Alors, explique-nous pourquoi il n'y aurait plus de stagiaires en 2024. C'est volontairement un peu troll, et à la fois je pense sincèrement, enfin en tout cas quand on voit dans pas mal de moi j'ai un axe très start-up, et quand je vois souvent des armées de stagiaires qui font des tâches complètement contre-productives et automatisables, en gros, j'ai l'impression que les GPTs et l'IA en général, c'est un peu le nouveau no-code. C'est des outils tech où les gens y ont accès et n'ont pas besoin forcément de compétences technologiques pour y avoir accès. Et en gros, il y a plein de tâches complètement répétitives, complètement inutiles, qui vont être automatisées via des bons GPTs ou via de l'IA en général. Donc, étant donné que... Alors, on aurait dit, tu m'as rectifié en disant que c'était la fin des alternants. Et effectivement... Mais tu sais pourquoi j'ai dit ça ? Ouais, Parce que c'est la fin de l'aide de l'État. Et vu que tu nous as dit qu'on devait être rentable maintenant en plus, ça fait beaucoup, quoi. Moi, je suis un peu choqué, parce que pour moi, le stagiaire, il est dans l'entreprise pour apprendre. Ouais. Bien sûr. Exactement. Il n'est pas là pour se taper le café et les photocopies. On est d'accord. Et voilà. Ça m'est arrivé une seule fois. Il y avait un stagiaire dont on savait vraiment plus quoi faire, parce qu'il était vraiment naze. Mais vraiment naze. Et au bout de 2 mois, genre, je craque et je dis, putain, je sais plus quoi en faire. Je vais l'envoyer faire le café. Eh ben, vous me croyez ou non, il a réussi à chier le café. Le mec a pris une cafetière filtre, a rempli à ras-bord. Ah oui, c'est voilà, bon, ça. donc ça en a foutu partout, une apocalypse. Tu te dis, bon, le mec est con, il est con, quoi. Donc, tu lui expliques une première fois, l'après-midi, il nous a refait la même. Et là, j'avoue que j'ai fait un truc de ma vie. Je n'avais jamais pensé que je ferais ça. Je lui ai dit, écoute, ce serait bien que tu écrives un rapport sur X sujet, mais pour être sûr que tu l'écris bien et que tu puisses te concentrer, reste chez toi.
Voilà, ça m'est arrivé une fois dans ma vie, mais je l'ai fait. Et en vrai, du coup, je suis assez d'accord avec toi sur plus de stagiaires pour les tâches ingrates ou qui ne servent à rien. Mais après, plus de stagiaires sur les nouveautés, les usages, parce qu'il y a le côté aussi nouvelle génération où ils nous apportent forcément, si tu as les bons, je suis d'accord avec toi, Quentin, ils peuvent aussi apporter beaucoup d'innovation, d'usage et une autre manière de voir les choses. Bien sûr, même pour le plus de stagiaires, c'est le côté, ce côté youtubeur. Faut être scindant. Mais bien sûr, et même justement quand on prend cette sorte de fracture technologique qui augmente justement entre les personnes qui utilisent pas du tout la tech et des petits jeunes qui l'utilisent, en fait il y a plein de petits jeunes qui vont avoir un impact énorme, des stagiaires qui vont avoir un impact énorme au sein de boîtes, parce qu'en fait ils vont être capables de prendre tout le monde par la main sur de la formation. Donc oui, en fait c'est plutôt la fin des jobs de stagiaires de merde, quoi. Et moi je pense que tu vois les patrons des PME, des ETI devraient se prendre un stagiaire qui leur explique comment servir de ChatGPT. Oui. Le petit-neveu, on appelle ça dans le langage PME de province. Alors évidemment, les réponses qu'on m'amène en provenance du public, et d'ailleurs si le public veut un moment la parole, vous manifestez discrètement dans ce style-là. Voilà. J'ai des premières réponses, on me dit on va parler de Rust. 2024, on va parler de Rust. Alors, Rust, pas Rust. Alors, je pense qu'avec Anaïs, on fait drastiquement descendre le niveau technologique de ce podcast. Désolé, je veux pas te... T'es vraiment sympa, parce que toi, t'es dev à la base, tu vois. Donc, ça veut dire que Rust n'a pas encore complètement passé la barrière du business. Alors, on m'en a parlé, mais je ne pourrais pas me permettre de donner un avis. C'est quoi Rust? Rust, c'est le langage qui est en train de remplacer C++. En fait, si tu veux, C et C++ ont été inventés à une époque où un processeur, il avait un cœur d'exécution. Et donc, dans sa sémantique et sa pensée, il est ce qu'on appelle impératif, ce langage. Rust a été pensé pour répondre à la problématique de « j'ai plusieurs cœurs d'exécution, donc je dois gérer du parallélisme ». Je dis pas que C++ peut pas le faire, je dis juste que ça a été entré dans C++ de façon un peu au chausse-pied dans la sémantique, ce qui fait que ça peut mener à beaucoup de problèmes, et notamment ça mène à des gros problèmes de sécurité, parce que tu as des problèmes de coordination de qui a fait quoi. En clair, c'est comme si tu avais une seule barrière avec un gardien qui contrôle ta carte, ouvre la barrière, ferme la barrière, et l'autre cas, tu as 4 barrières avec 4 gardiens, et tu montes ta carte à un gardien et tu vas à l'autre gardien en disant si l'autre m'a dit oui et tu rentres, tu vois. Donc si tu veux, c'est ça le problème. Et donc Rust est en train factuellement de remplacer C++, et pour moi ça a toujours été une trend, et c'est encore une trend effectivement. Rust est en train de massacrer le marché là-dessus. Microsoft a annoncé que Rust était first citizen sur Windows. Autrement dit que ça devenait le langage de référence du low level. Amazon a annoncé que tout Amazon Web Service serait recodé en Rust. Facebook finance le RustFest depuis genre forever. En fait, tout le monde est à fond sur Rust. Théoriquement, chez Google, c'était non, pour des raisons purement débiles de mésentente entre les VP. Et maintenant, Google fait plein de Rust. Et pour pas vous mentir, chez Clever, on a toujours fait énormément de Rust. On a toujours été très précurseur sur le sujet. On en fait de plus en plus et clairement, on voit une accélération du dossier Rust partout. Donc, Rust est en train de... Enfin, le fait d'utiliser enfin le multicœur et les architectures multicœur est en train de devenir un vrai dossier. Je sais pas si toi, tu le vois comme ça ou pas, Zvedla. Moi, je trouve que ça reste quand même encore assez cantonné au bas niveau, Rust, même si ça remonte dans les couches, on est d'accord. Moi, j'y touche pas pour l'instant. On verra. On verra en 2024 si j'ai changé d'avis. Et par pur respect pour David, je dis que Rust est quand même très challengé par V. Oui. Je pense que 2024 est l'année du langage V. En 2024, on va parler de IA et Clever. Je suppose que ça c'est pour moi. Oui, on est en train de vous préparer quelque chose. Alors d'abord, on peut faire tourner de l'IA depuis longtemps. Hein. Clever est une des premières plateformes à avoir fourni un truc qui s'appelait Clever Grid, qui permettait d'utiliser des cartes de type graphique pour ça. On a de nombreux systèmes qui permettent de déployer notamment des modèles LLM sur nos systèmes. Et puis à la fin, si on réfléchit bien, Clever c'est quand même un modèle d'auto-apprentissage basé sur les datas de monitoring pour faire la prédiction des fails ou non du système. Donc, en fait, c'était un moteur, moi ce que j'explique
expliqué aux gens à l'époque, c'était en moteur où on faisait de la prédiction statistique. Ça ressemble furieusement à de l'auto-apprentissage. Bon, là, c'est là où j'ai été un peu con. Je suis pas rentré dans la trend, voilà, parce que je trouvais que c'était de la bullshit, mais voilà. Donc, est-ce qu'on va sortir des produits dédiés IA en 2024 ? Oui. Et c'est exactement ce qui est en train de se produire. Vous voulez réagir là-dessus ? Non, vous vous en foutez. Bravo. J'ai des mauvaises nouvelles pour tout le monde. En 2024, on nous prédit le déclin des ESN. Aïe, aïe, aïe. Bah, ça a déjà commencé, cela dit. Moi, j'ai vu pas mal de ESN qui sont vendus. Mais oui, Ouais, malheureusement, chômage. Oui, on peut dire ça de beaucoup de gens. Hein. Tout ça, c'est des dominos. Hein. Les clients ont moins d'argent, les ESN ont plus de difficultés. Je suis d'accord avec toi. Je pense qu'en fait, quelque part, on prévoit le déclin un peu de ce qui est arrivé, on va dire, à taille critique, ou en tout cas qui n'a plus de sens, ou qui a moins de sens dans la partie tech. C'est normal. Ouais, je sais pas tant si c'est le déclin en soi. Je pense que c'est plus c'est un peu comme les stagiaires, c'est un peu le déclin des ESN de merde, mais c'est les pauvres stagiaires. Les consultants vont survivre, les marchands de viande moins. Moi, ce que je vois, c'est quand même que les grosses boîtes réinternalisent beaucoup. Et je pense que pendant longtemps, on a considéré que le numérique était un besoin temporaire. Donc on allait embaucher à l'extérieur et on verrait bien. Et que là, maintenant, on se dit, en fait, si ça se trouve, le numérique, on va en avoir besoin pour longtemps. Peut-être, je suis pas sûr. Moi, je pense aussi que les ESN, c'est les variables d'ajustement. Ouais, et que quand les boîtes, elles passent par des ESN pour éviter de tout internaliser, pour avoir une variable d'ajustement économique. Et qu'en crise économique, tu coupes tes variables d'ajustement. Prédiction suivante, les robots intelligents. Oui. Bah, t'as du LLM, t'as un robot, tu mixes les deux en avant Guingamp, tu vois. Enfin, je pense que oui, c'est en train de se passer, quoi. Et après les exploits de la robotique sont là. Je sais pas si vous avez vu le Tesla Bot en train de plier un t-shirt. Alors ça a l'air con, hein, parce qu'on dit plier un t-shirt, mais c'est assez impressionnant. Ou je sais pas si vous avez vu hier. Il y a un truc incroyable qui est sorti. Il y a un inventeur japonais qui a mis au point un robot à base de rotor qui en fait flotte. Et en fait, ça fait une espèce de serpent volant. Et c'est assez prodigieux ce qu'il est en train de créer avec ça. Donc, oui, évidemment, la robotique est accélérée par la présence de l'IA. On me parle de SteamOS. Alors, qui est compétent pour parler de SteamOS ? Bon, on le classe avec le desktop Linux. Oui, voilà, je pense que c'est bien. Wasm, je pense qu'on en a largement parlé dans l'épisode précédent qu'on a tourné il y a 1 heure. L'année du desktop Linux et de la démocratisation de Rust, on est d'accord. Il y a des gens qui pensent que la hype de l'IA va retomber comme les NFT. Alors, vous positionnez comment ? Est-ce que vous pensez que l'IA peut tomber comme les NFT ou pas ? Non, parce que les NFT n'apportent strictement rien, alors que l'IA, oui. Après, la hype peut retomber. Le marché va se consolider. Il y a des gens qui vont pas survivre. Ça, c'est certain. Mais que la hype de l'IA disparaisse complètement comme les NFT, parce que finalement, les NFT, il reste quoi ? Il reste so rare. Voilà. C'est à peu près tout. De toute façon, c'est assez simple. Je pense que si on prend les NFT, je serais curieux de savoir le nombre de boîtes qui ont réellement gagné de l'argent avec des NFT versus de l'IA. Moi, je suis pas du tout d'accord avec Ah ouais ? Ah bah écoute. Ce qui reste des NFT, le wallet électronique d'identification de tous les citoyens. En fait, ce qui se passe, c'est que oui, l'album Panini en ligne via NFT et les œuvres d'art, ouais, effectivement, bof. L'utilisation de la blockchain de façon continue comme étant un moyen de certification des titres de propriété, de l'identité, de certifier ce qui s'est passé, complètement. On va là-dessus, mais à 200%. Et la notarisation dans la blockchain et l'utilisation de la blockchain pour détenir les titres de propriété, c'est une réalité réglementaire actuelle. Ouais, mais si tu parles de... Ouais. De toute façon, c'est comme tu le dis, l'IA, ça va être comme le NFT, c'est-à-dire que l'innovation vient d'arriver. Il va y avoir énormément de boîtes qui vont s'en emparer, ça va se structurer, il restera des choses, il y a des choses qui partiront, et on les oubliera peut-être même comme
comme là on vient de le faire. Sur Ouais, cet mais exemple. pour moi, ça va se dissoudre, comme toute technologie, ça va se dissoudre dans quelque chose. Bientôt, on parlera plus d'IA, on parlera d'une API qui sait faire, tu vois. Et je sais pas comment on le dira, mais ça va se dissoudre dans quelque chose. Mais je pense que la hype va retomber, parce que la hype finit toujours par retomber. Par contre, l'usage massif des potentialités technologiques de la statistique, ça, pour moi, on est dedans pour un long moment, et je pense que c'est la finalité, en fait, de l'informatique moderne. On me dit aussi qu'il y aura plus d'incidents liés à la sécurité informatique. Bah, carrément. Bien sûr. Bon, pour une raison qui est très simple, hein, on multiplie le nombre de layers. Tu multiplies le nombre de layers et le nombre d'interactions. Tu multiplies le nombre d'endroits où ça va péter, donc ça va péter. Très simple, en fait. Hein. Donc voilà. C'était beaucoup plus simple quand ton ordinateur, en fait, il avait juste un firmware. Plus tu multiplies les layers et plus tu lui permets de communiquer vers l'extérieur, plus tu vas faire ça. Donc je suis parfaitement d'accord. Ça va nécessairement péter. Il y a des gens qui nous parlent de la vache folle de l'IA. Bon, ça, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que l'IA hallucine. Moi, j'aime beaucoup, régulièrement, je vais dans le chat GPT, je tape c'est qui Quentin Adam, et après, je me fends la gueule, parce que le truc me font en général ça. Et en général, de vrai, il y a je suis français. La date de naissance est fausse, mes études sont fausses, tout est faux, tu vois. Mais par contre, le truc est très assertif. Hein. On dirait un ministre sur un plateau de télé. Ou un consultant senior de SN. Qui, par exemple, aurait fait bleu. Non, on a dit qu'on arrêtait de taper sur Capgemini et Orange. Les élections présidentielles américaines. Non, c'est intéressant. 2024, vous savez que c'est l'année où 60 ou 70% du globe va voter. Entre les élections européennes, les élections dans plein de pays, les élections américaines, la majorité du globe va voter cette année. C'est un conjonction du nombre de votes incroyable. Alors, du coup, il y a 2 papys qui se présentent à la Maison-Blanche. Comment est-ce que les choses vont se mettre et comment vous voyez les choses? Je pense que je vais vous passer la main. T'as dégainé en premier, j'allais dire pareil. Non, j'ai pas trop suivi parce que moi j'avais l'impression à lire la presse, mais j'ai survolé juste qu'on n'était pas trop sûr que Trump pourrait candidater à minima dans certains États. Donc, s'il n'y a pas Trump face à Biden, déjà ça change beaucoup de choses. Donc, Alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'on n'est toujours pas sûr. Il vient de gagner les premiers caucus. On a affaire à un moment où, en fait, si tu regardes le découpage pro-Trump, pro-démocrate aux États-Unis, c'est globalement la guerre de sécession qui n'a pas été digérée du tout. Enfin, à peu de choses près, on est là-dessus. Et en même temps, le retour de Trump nous donne un espèce d'espoir. C'est que pour la première fois, les Européens sont en train de se dire « Ah non, mais en fait, ce sera peut-être pas nos potes ». Moi, j'ai jamais autant bien bossé pour expliquer que les États-Unis étaient un partenaire qu'il fallait garder sous contrôle que quand Trump était là, parce que tout le monde se disait « Mais il est fou ». Avant, c'était Obama. Obama, il est sympa. C'est limite si on voulait pas qu'ils soient tous notre président. La réalité, c'est que les États-Unis, à ce moment-là, nous ont roulé dessus. Biden revenu, il nous a fait quand même ce fameux deal gaz contre data, énergie contre data, qui a été conclu et qui a été un deal cataclysmique, qui fait qu'on a un accord d'adéquation, ce qui fait qu'on a une plainte contre l'accord d'adéquation. Enfin, c'est ça la misère, en fait. Trump qui revient, tout le monde reflippe en nouveau en disant mais on va quand même pas laisser le gouvernement mondial à la main de ce fou. Tu fais, mais, les gars, on n'est toujours pas votant américain. Hein. Si vous voulez qu'on vote pour les États-Unis, il faut demander notre attachement à l'État. Mais là, on vote toujours pas pour eux. C'est toujours pas à nous, quoi. Enfin, et j'ai presque envie de te dire, c'est genre, I'm just wait and see, tu vois, genre. Moi, c'est ce que j'allais dire au démarrage, c'est que je trouve que ça va être intéressant pour nos présidentielles à nous. Je dis aussi que ce sera quand même les premières élections américaines avec autant d'IA. Je pense que la quantité de fake vidéos, de news, de pubs sur les réseaux sociaux, etc., ça va être hallucinant. Et je pense qu'il y a des gens qui vont partir dans des boucles informationnelles tout seuls dans leur coin. Ça va être magique. Et je rappelle qu'il y a quand même des gens aux États-Unis qui pensent sincèrement qu'il y a un réseau de caves sous Washington qui traîne sa source dans une pizzeria pour un complot mondial de pédophilie. Enfin, avec des juifs, des reptiliens et tout, enfin, genre la totalité des ingrédients habituels. Et donc là, je sais pas jusqu'où ça va aller à partir du moment où on va pouvoir leur montrer des images, des preuves, quoi, du truc. Enfin. Là, ce que tu dis, c'est que au-delà des élections, c'est quand même des gros dangers
de l'IA, par contre, ça. Autre prédiction de l'année, le retour du PHP au top du web. Je vois pas pourquoi ça vous fait rire. Hein. Mais PHP n'a jamais quitté le top du web. Je tiens à rappeler que PHP est toujours le truc qui propulse la majorité des sites web. Alors, pas la majorité des requêtes, mais la majorité des sites web. Hein, parce que c'est la grande majorité des CMS. Ouais, enfin, moi j'ai l'impression que c'est encore up-to-date. PHP. Oui, puis ça continue à être updaté, il y a des gens. Nous, on a encore beaucoup d'users sur PHP, ça se passe très bien. Voilà. Et puis c'est un langage qui est vivant et qui progresse. Deezer est majoritairement en PHP. Pas les briques récentes, mais on a beaucoup de PHP. Et récent, enfin les dernières versions, quoi. Le langage continue à évoluer. Je vois qu'il y a encore beaucoup de Rust dans les choses. L'IA qui fait de la curation du contenu créé par de mauvaises IA. Alors ça, je trouve ça très marrant. Est-ce que l'IA va se mettre à créer l'IA, à curer l'IA ? Je pense nécessairement. Sinon comment ? On va pas mettre des stagiaires, on l'a dit. Alors, si c'est un sujet qui vous intéresse, il y a un bouquin que j'ai lu il y a des années que je trouve génial. En fait, il y a un écrivain que je trouve génial, qui s'appelle Ian McDonald, qui a écrit un certain nombre de livres. Il a écrit un truc qui s'appelle La Maison des Derviches, qui se passe dans un futur en Turquie, et en même temps il y a de l'Antiquité, et en même temps il y a des conflits géopolitiques. Et là, en fait, vous avez la totalité d'Ian McDonald, c'est-à-dire qu'à chaque fois, vous avez une mythologie, de la science-fiction, un élément futuriste, et un truc, et un conflit géopolitique. Et en fait, il a écrit une série de 3 livres qui s'appelle Luna, où en fait les humains ont colonisé la Lune pour exploiter l'hélium-3, et ça suit l'histoire d'une famille brésilienne qui est montée là-haut. Et en fait, quand tu es sur la Lune, tu te fais implanter un assistant, et notamment la Lune étant en fait non pas une démocratie mais une entreprise. Tout se fait par négociation de contrats avec des IA contractuels. Donc là, ce que je viens de vous raconter, les 2 premières pages du livre. Et c'est que des IA contractuels qui se parlent. Et en fait, tu as toujours une IA contractuelle qui fait tes interactions avec la société. Et si vous avez envie de lire un bon bouquin d'anticipation, moi, je vous recommande ce livre, Ian McDonald. Je sais pas, tu hochais de la tête, je sais pas si tu as déjà lu du Ian McDonald. Non, mais c'est très intéressant, ça donne envie. Voilà, Ian McDonald, on vous mettra un lien sponsor Amazon pour financer les petits fours qui ne vont pas tarder. Encore du Rust, de l'IA dans les passeports numériques et la manipulation de masse via les réseaux sociaux à l'approche de l'élection américaine. Nous, on a une élection qui arrive en 2027. Alors, on a une première élection qui arrive sur les européennes, mais on a une élection qui arrive en 2027. Est-ce que cette prochaine élection vous fait peur à l'heure de l'IA, à vous ? En tant que professionnel du numérique, est-ce que vous avez peur ? Alors moi, personnellement, j'ai pas peur. J'ai plus peur des conversations avec des amis qui ne comprennent pas ces sujets-là. Ça t'arrive pas, des fois, d'avoir des amis qui se font enfermer dans ces boucles et que tu essayes de rationaliser, mais que tu ne peux pas. À titre perso, non, Parce que t'as que des amis d'elle. je sais pas. Non, mais je sais pas, mais la tata complotiste, j'ai pas trop, mais je peux comprendre que ce soit une angoisse, effectivement, de devoir parler à ces gens-là. Non, mais ce qui me fait peur, 2027 c'est un peu loin, mais c'est justement ces sujets-là en fait de qu'est-ce qu'on fait de l'open source, qu'est-ce qu'on fait de la data, qu'est-ce qu'on fait de ces géants qui deviennent de plus en plus géants. Mais en vrai, en 2027, il sera déjà très tard, quoi. Est-ce que tu crois vraiment que ce sera abordé Non, mais je pense que c'est justement les petites décisions qu'on verra pas et qui feront toute la diff. Enfin, justement, personne n'en parlera trop et au final. Ouais, moi, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui sera inexistant des discussions, même s'il y aura beaucoup de lobbying avant. Ouais. Je si pense qu'on n'en parle pas avant. assez là-dessus. Je vais redire ce que j'ai dit des milliers de fois, mais peut-être que je finirai par convaincre les gens. Je pense que nous avons besoin d'un ministre de plein exercice du numérique avec sa propre administration et qui ne soit pas cantonné au secteur économique et qui, par ailleurs, comme ce serait un ministre de plein exercice, il aurait un poids politique fort dans un gouvernement, quel qu'il soit, ce qui n'est pour l'instant pas le cas, vu que c'est en général
un secrétaire d'État ou un ministre délégué qui n'a pas le droit de parler au Conseil des ministres. Et je pense qu'on a un problème fondamental dans notre vieille démocratie, qui est qu'on n'a toujours pas compris le poids de la révolution économique, sociétale, environnementale, philosophique qu'implique le numérique, et que c'est un drame qu'aujourd'hui 25% des imports des États-Unis, c'est l'ICT, 25% du pognon qu'ils importent, enfin, je veux dire de l'export, de ce qu'ils vendent à l'export, c'est 27 même, je crois, l'an dernier, et qu'aujourd'hui, on n'a toujours pas compris où est-ce qu'on en était. Et donc, si jamais vous voulez faire quelque chose en tant que citoyen là-dessus, c'est si votre boîte bosse pas avec les bons acteurs et pas de la bonne façon, vous pouvez le dire en interne ou démissionner, parce qu'en vrai, il y a du boulot partout et on s'en fout, dans notre métier, on trouve du boulot facilement. 2, dites à votre député qu'il a tort. Juste parce que du coup, il y a des gens, des fois, qui font des blagues sur le fait que je fais du lobbying, j'en fais un peu aujourd'hui, je vais vous la faire très courte. Des députés avec qui on peut parler au Parlement français, je prends tous les parlementaires, députés et sénateurs compris, il y en a quoi? Il y en a 6 à 8. On en a 800 des parlementaires. Hein. Il y a 6 à 8 personnes à qui on peut discuter. Donc, parlez à votre député, dites-lui de s'intéresser à ces sujets-là. Si vous voulez vraiment nous aider à la prochaine élection, c'est la seule chose qu'on peut faire de pertinent. C'est juste qu'il ait un point de vue politique sur ce qui se passe. S'il n'y a pas plus de réactions de la salle, je vous propose qu'on conclue ces sessions et qu'on aille enfin boire un coup. Je ne sais pas s'il y a des réactions ni sur Twitch, ni dans la salle, ni quoi que ce soit. Non? Est-ce que vous avez des questions dans la salle? Il y a un jeune homme au fond qui secoue le bras très fort, qui fait subtilement montre de sa présence. J'ai suivi les indications. C'est pas une question, c'est plus une remarque. Vous avez parlé tout à l'heure de Green IT, etc. Ça m'appelle un truc qui s'appelle la Wirth Law, Wirth Law, Wirth en français, et qui en fait dit que le logiciel ralentit plus vite que le hardware progresse en performance. Et ça m'amène à un vieil article qui s'appelait The Software Disenchantment, qui en fait faisait le constat que dans toute l'industrie au global, les choses progressent. Une voiture qui sort aujourd'hui, elle n'a jamais été aussi performante, sécurisée, etc., que les voitures dans le passé. Les avions, certains perdent de hublot, mais c'est des Boeing. Acheter du Airbus. Mais globalement, les avions sont de plus en plus fiables. Toute l'industrie fait que les choses sont de plus en plus fiables au global. Dans l'informatique, on a tendance quand même à ne pas construire, ne pas capitaliser sur des choses et plutôt réinventer un peu les choses tous les 5 ans. Une fois, j'avais discuté avec Louis Pouzin et je lui disais, mais l'informatique, ça se révolutionne tous les 10 ans. Et il m'avait bien noté ça en me disant, ça se révolutionne tous les 10 ans avec un palier technologique tous les 5 ans. Et en fait, ce qu'explique The Software Disenchantment, c'est que il y a quelques années, un OS complet, c'était 50 mégaoctets. Aujourd'hui, le driver de clavier d'Android, c'est plus de 150 mégaoctets. Et en fait, The Wirth Law, une des explications qui va avec ça, c'est qu'en fait, souvent, on ne laisse pas le temps aux développeurs de faire leur boulot, ce qui fait qu'ils prennent des choix pour rusher des trucs, pour enchaîner les projets, etc. Ce qui les amène à faire des choses qui sont assez peu efficientes. Et ça va un peu sur votre sujet sur Rust, c'est qu'aujourd'hui, souvent Rust fait qu'on pose un peu les sujets, ça permet de faire des choses sans doute bien faites, parce qu'il faut mieux réfléchir, et ça nous enlève tout le bullshit de Green IT, etc., qui en fait va servir des vendeurs de conseils et ce genre de choses, mais ça va pas, tu vois, enfin, on va pas dire faut mettre la virgule là ou le truc, ça n'a aucun sens. Donc tout ce truc-là, si de mon point de vue, on laisse juste les développeurs faire leur bon boulot en leur donnant le temps, voire en les aiguillant sur comment faire des choses de manière performante, efficiente, etc., ils devraient faire leur boulot. Comment on arrive à concilier ça avec un modèle ESN ? Qu'est-ce que tu veux dire par là ? Le problème, c'est qu'on me demande toujours d'être le moins cher, on me met toujours en compétition. Comment tu arrives à prendre le temps
de coder? Est-ce que la seule solution, c'est pas d'être vu comme un killer dans ton domaine et donc du coup d'imposer aux clients la temporalité acceptable pour bosser? Je dirais dans le sujet en tout cas qui est posé, pour moi il y a 2 sujets. Il y a comment dire, c'est ce que tu dis aussi pour la partie politique, hein. La majorité de nos décisionnaires, du coup, que ce soit des grands patrons d'entreprise, des directeurs de PME, ETI, moi je dis il y a une peur ou en tout cas une méconnaissance de l'environnement technique développement qui fait que de toute façon, il y a beaucoup de développeurs qui sont des productifs, ils en ont besoin et peut-être qu'il y a des sujets de je laisse pas le temps et autres, qui vient après dire en fait, une ESN, je veux lui acheter du temps, je veux que ça aille vite, je veux que ça coûte pas cher parce que c'est un outil de prod, point. Si du coup tu avais une dimension plus stratégique, plus de connaissances sur ces sujets-là, tu serais moins peut-être sur un côté coup délai, quoi. C'est un sujet que tu vois aussi. Ouais, c'est... En fait, il y a 2 choses. Si tu fais une réponse simple, c'est de vendre de la rentabilité, en fait, expliquer en quoi tu vas gagner à terme là-dessus. Mais en fait, c'est vraiment compliqué, surtout que tu es à contre-courant du marché. Après, je trouve qu'il y a de plus en plus une distance en fait entre les personnes qui font appel à des ESN et la maîtrise de la tech. Et en fait, c'est plus justement d'aller chercher des autres points en gros, de pas être dans, en fait, je suis l'ESN la moins chère, je suis l'ESN la plus, pas être dans la pure vente de temps et de semi-vélocité, mais plus être dans justement, nous on va être l'ESN qui va vous faire des trucs que vous n'allez pas mettre à la poubelle. On va être ceux qui vont être capables de vraiment comprendre les users finaux, qui vont être capables vraiment de comprendre le cadre global et qui vont faire moins finalement, mais mieux sur la durée. Et je pense que c'est plus justement en sortant de justement quand je disais ESN de merde, c'est à ça que je fais référence, à juste dire nous on vous met un gars, il va être là, il va faire du dev et puis bon courage quoi. De toute façon, le SN, c'est de l'intérim. Tu as aussi des boîtes qui font de l'expertise. Donc, s'il y a besoin de plus de personnes qui font du dev, forcément, il y a de la boîte d'intérim qui est le SN qui t'envoie des devs si tu n'arrives pas à en recruter. Et sinon, tu as des studios d'expertise. Je pense que ça nous pose un sujet qui est, si vous voulez, dans un prochain Massy, on pourra poser la question de qu'est-ce que c'est que le modèle de SN dans le boulot des développeurs français, parce que je pense que c'est un vrai sujet. C'est un sujet qui est souvent mis sous le tapis par les développeurs qui disent ils ont besoin de gagner leur croûte, et en même temps, c'est un sujet qui est réel parce que c'est la majorité en fait des développeurs du secteur qui bossent dans les ESN. Donc si vous voulez, on pourra réouvrir un sujet là-dessus. En attendant, je pense qu'on est tous fatigués et qu'on a envie de boire un verre. Et donc du coup, je voulais vous remercier d'être resté sur le live. Je voulais vous remercier d'avoir écouté ce podcast. Le but, le but de Massy, c'est à la fois de donner des news technologiques et d'ouvrir les horizons. Donc on va continuer à la fois ouvrir des horizons et donner des news technologiques. C'est le but de Messages à caractère informatique. On a plein d'idées pour la suite. N'hésitez pas à venir vers nous. J'espère que ce double épisode un peu particulier vous a plu. Je remercie encore une fois l'ensemble des intervenants pour être venus. Et puis bon anniversaire, bonne 100 Massy. Merci à tous. Merci. À bientôt.